Bonjour, dans cette première vidéo sur les diagrammes de classe, on va présenter les ingrédients de base qui sont les objets, les classes et les associations. Une fois l'analyse des besoins effectuée, on a déterminé ce que doit faire le système qu'on va développer. On peut alors commencer à réfléchir à la manière dont le système va être construit, dont il va être organisé et comment il va réaliser les spécifications. C'est l'étape de conception. Dans le cadre d'une conception orientée objet, le système est compris comme un ensemble d'objets qui communiquent entre eux et avec l'environnement, pour réaliser les tâches qui lui sont confiées. On peut alors utiliser des diagrammes de classe UML pour décrire la structure interne du système, c'est-à-dire quels sont les objets qui composent le système et quelles sont leurs dépendances. Comme tous les diagrammes UML, on peut utiliser les diagrammes de classe à différents niveaux d'abstraction avec plus ou moins de détails. Un autre type de diagramme qu'on va beaucoup voir dans ce cours, ce sont les diagrammes d'objets. Ils sont assez indissociables des diagrammes de classe. Ils permettent de représenter l'état concret du système à un moment de son exécution en explicitant les objets qui existent à cet instant dans le système et leurs relations. Du coup, ils permettent de représenter les états successifs du système, on peut les animer en faisant apparaître, disparaître des objets, en modifiant des objets ou des relations au fur et à mesure de l'exécution du système. Mais avant de parler de diagramme de classe, on va parler d'objet. Donc un objet, c'est quelque chose qu'on a besoin de manipuler dans le système qu'on développe. Si on développe un système de gestion de comptes bancaires, par exemple, on va avoir besoin de comptes, de clients, de transactions, etc. Donc un objet dans ce système, ce sera par exemple un compte concret qui peut exister dans ce système. Un objet est décrit par trois éléments. Donc premièrement, un nom, ici mon livret A, qui va le représenter de manière unique en mémoire. Ensuite, son état, c'est la valeur de ses attributs à un instant donné. Donc ici, mon livret A a un numéro qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un solde de 3500 et quelques euros. Et enfin, son comportement, qui va être l'ensemble des tâches qu'on peut lui demander d'effectuer. Ici, on peut déposer ou retirer un montant et demander le solde du compte. Donc on voit que contrairement à une structure de données classique, un objet porte, en plus de ces données, un ensemble d'opérations dont le comportement va dépendre de l'objet qui les exécute. C'est tout le principe de la conception objet, de rassembler dans la même structure les données et le comportement. Une classe, c'est un ensemble d'objets de même nature. Ils ont les mêmes champs de données, les mêmes attributs, et on peut leur demander les mêmes tâches, ils ont les mêmes opérations. Ici, tous les comptes à gauche suivent la même structure, ils ont tous un numéro, une devise et un solde, et ils portent les mêmes opérations. Ce sont tous des exemples concrets de comptes. On a donc une classe compte à droite, qui définit la structure que tout compte doit avoir. On dit que les objets compte à gauche sont des instances de la classe compte à droite. Alors attention à la syntaxe, dans la classe, chaque attribut est séparé de son type par un 2 points, dans l'objet, chaque attribut est séparé de sa valeur par un égal. Et chaque objet est nommé son nom, 2 points sa classe, et souligné. Un attribut d'une classe, c'est donc une caractéristique que tous les objets de cette classe doivent porter. Tous les comptes doivent avoir un numéro. Chaque attribut a un type qu'on garde simple dans un premier temps, c'est-à-dire soit un type qu'on trouve dans tous les langages de programmation, comme int, soit un type dont on a besoin souvent, comme date ou heure, soit un type énuméré qu'on peut définir en marge des classes. Ici, on a besoin que chaque compte ait une devise, qui doit être choisie parmi une liste qu'on va fixer, comme euro, livre sterling, dollar américain ou franc suisse. On peut donc déclarer un type énuméré devise grâce au stéréotype énumération, entre guillemets, et utiliser le type devise comme type d'un attribut ou d'une opération. Alors attention, devise n'est pas une classe. On a dit tout à l'heure que l'état d'un objet à un moment de l'exécution du système était représenté par la valeur de ses attributs à ce moment. Évidemment, plusieurs objets différents, instances de la même classe, peuvent avoir les mêmes valeurs pour leurs attributs, sans pour autant qu'on puisse les confondre. Jean 1 et Jean 2 sont bien deux personnes différentes en mémoire, même si elles ont les mêmes noms et prénoms et la même date de naissance. Une opération, c'est une tâche que tout objet de la classe doit pouvoir effectuer. L'opération est commune à tous les objets de la classe, mais elle peut avoir un comportement différent selon l'objet qui l'exécute. L'objet qui exécute l'opération, c'est en fait un argument implicite de cette opération. Par exemple, lorsque l'opération déposer est appelée sur un compte donné, le montant qui est déposé est ajouté à ce compte précisément, alors même que le seul argument explicite de déposer est le montant, et pas le compte. C'est un des principes de la programmation objet. On en parlera plus en détail dans une autre partie du cours. Alors pendant ce cours, on va construire un exemple fil rouge au fur et à mesure des notions qu'on voit.
Alors voilà le cahier des charges simplifié auquel on va chercher à répondre. On va modéliser un système de gestion d'une bibliothèque, où les utilisateurs peuvent s'inscrire pour emprunter des ouvrages. Je vous laisse faire pause pour lire le texte. On voit que la bibliothèque a deux types de ressources, les livres et les revues. Chaque ouvrage a une caution. Une fois enregistré, un utilisateur peut emprunter un exemplaire d'un ouvrage s'il a la caution nécessaire sur son compte. La caution de l'utilisateur sera décrémentée de la caution de l'ouvrage et elle sera incrémentée du même montant lorsqu'il rendra l'ouvrage. Pour modéliser ce système, on va avoir besoin d'un certain nombre de classes. Les plus évidentes sont utilisateur, livre et revue. Un utilisateur est identifié par son nom et le montant de sa caution, qui va varier au fur et à mesure de ses emprunts. Un livre est identifié par un titre, un auteur et un ISBN, et une revue par un titre, un numéro de volume et une date de parution. On voit qu'on n'utilise que des types très simples pour les attributs, string, int et date. Évidemment, un ISBN c'est plus compliqué qu'un int, mais pour l'instant ça nous suffit. Dans le texte, on dit que tous les ouvrages ont une caution. Il va donc falloir un attribut caution à livre et à revue. Ensuite, on dit que les ouvrages sont stockés à un emplacement défini par un numéro de travée, d'étagère et un niveau. On pourrait ajouter ces trois attributs à livre et à revue, mais on nous dit que plusieurs ouvrages, que ce soit des livres ou des revues, sont stockés au même emplacement. Donc pour éviter de répéter les mêmes valeurs de travée, étagère et niveau, on va plutôt créer une classe emplacement avec ces attributs. Ça permettra aussi de changer l'emplacement d'un livre sans avoir besoin de modifier l'objet livre qui correspond. Enfin, il faut qu'on puisse représenter les emprunts des utilisateurs. Or, les utilisateurs n'empruntent pas directement une ressource, mais plutôt un exemplaire d'une ressource. On nous dit que, dans le texte, que chaque exemplaire dans la bibliothèque est identifié par un code barre. Donc on va avoir une classe exemplaire avec un attribut code barre. D'autre part, il va falloir stocker quelque part la date de retour de l'exemplaire. Et comme un exemplaire n'est emprunté qu'au plus une fois à un moment donné, on peut lui donner directement un attribut retour de type date. Et on donnera par convention que cet attribut sera nul si l'exemplaire n'est pas emprunté. Maintenant qu'on sait quels sont les objets qu'on veut manipuler dans le système, on va pouvoir les relier entre eux pour construire la structure du système. Les relations entre les objets du système dépendent, comme les objets eux-mêmes, de ce qu'on veut pouvoir représenter dans le système. Ici, dans notre application bancaire, probablement les comptes vont être possédés par des clients. On va alors avoir besoin d'une relation entre des objets comptes et des objets personnes pour représenter que cette personne est propriétaire de ce ou de ces comptes. C'est ce qu'on appelle un lien entre objets. Dans ce diagramme d'objets, on a 3 comptes et 2 personnes, et les liens entre les objets montrent qui est propriétaire de quoi. On voit que Jean est propriétaire des 3 comptes. On voit aussi que le compte joint a en fait 2 propriétaires, Marie et Jean. Si on a envie que cet état du système soit possible, alors il faut qu'une personne puisse posséder plusieurs comptes et qu'un compte puisse avoir plusieurs propriétaires. C'est ce qu'on va dire en créant ce qu'on appelle une association entre les classes personne et compte. Cette association, qu'on nomme possède, représente tous les liens qu'on peut avoir entre des personnes et des comptes. Chaque bout de l'association porte un nom de rôle et une multiplicité. Ici, les noms de rôle nous disent que grâce à l'association possède, on peut avoir accès à partir d'un compte à ses propriétaires et à partir d'une personne à ses comptes. Les multiplicités nous disent que seulement un ou deux objets personnes peuvent être associés à un objet compte par l'association possède, et à l'autre bout, la multiplicité étoile nous dit qu'une personne peut être liée à autant de comptes qu'on veut par cette association, y compris 0. Alors une petite parenthèse sur les types qu'on donne aux attributs. On a dit tout à l'heure qu'on se limitait dans un premier temps au type simple, ça veut dire entre autres qu'on ne doit pas avoir d'attribut dont le type est une autre classe présente dans le système. S'il existe une classe personne, je ne dois pas avoir d'attribut propriétaire de compte dont le type est personne, mais plutôt une association entre compte et personne qui donnera pour un compte son propriétaire. Voilà le détail des multiplicités qu'on peut avoir au bout d'une association. La multiplicité contraint le nombre d'objets de la classe B qui peuvent être liés à un objet de la classe A selon cette association. On peut contraindre ce nombre à un nombre strict n, comme on l'a fait au slide précédent en disant qu'un compte a un seul propriétaire. On peut donner un intervalle entre deux nombres n et m. Enfin, on peut utiliser l'étoile pour indiquer qu'il n'y a pas de limite supérieure. Dans ce cas, l'intervalle n étoile signifie au moins n,
Et 0 étoile, qu'on peut noter aussi étoile tout court, signifie autant qu'on veut, y compris 0. En pratique, les multiplicités qu'on utilise le plus souvent sont les suivantes: exactement 1, 0 ou 1, plusieurs mais au moins 1, et étoile lorsqu'on n'a aucune contrainte. Alors on reprend notre exemple de la bibliothèque, et on va essayer de mettre des associations entre les classes qu'on a définies tout à l'heure. On a des relations entre livres, revues et exemplaires. Un livre peut être disponible en plusieurs exemplaires, mais au moins un, sinon il n'est pas dans la base de la bibliothèque. Pareil pour une revue. A l'inverse, un objet exemplaire va correspondre à un livre ou à une revue. Il est donc relié à 0 ou un livre et à 0 ou une revue. On ne sait pas dire pour l'instant qu'il faut nécessairement être relié à l'un des deux et seulement à un seul des deux. Ensuite, on a dit que tous les exemplaires d'un ouvrage sont stockés au même endroit. Donc c'est livres et revues qu'on va relier à emplacement, et pas exemplaire. Chaque livre et chaque revue est stocké à un emplacement unique, d'où la multiplicité 1. A l'inverse, à chaque emplacement, on peut trouver des livres et des revues, et peut-être rien si l'étagère est vide. Donc on utilise étoile. Enfin, il faut une relation entre utilisateur et exemplaire pour représenter les emprunts. Un utilisateur peut emprunter plusieurs exemplaires d'ouvrages, et peut-être aucun. De l'autre côté, un exemplaire est relié à un instant donné à au plus un utilisateur, 0 s'il n'est pas emprunté. Voilà un exemple de diagramme d'objet qui est une instance possible de ce diagramme de classe. La bibliothèque possède un livre en 2 exemplaires et une revue en 1 exemplaire qui sont tous stockés au même endroit. L'utilisateur Dupont a actuellement emprunté un exemplaire du livre et un exemplaire de la revue, qui doit rendre à 2 dates différentes. L'exemplaire restant des Misérables n'est pas emprunté, sa date de retour est donc nulle. L'utilisateur Martin n'a aucun emprunt en cours. Dans les prochaines vidéos sur les diagrammes de classe, on parlera de différentes associations particulières, classe-association, agrégation, composition, et d'héritage. Puis on parlera des contraintes à associer au diagramme de classe pour qu'il modélise correctement le système. Et enfin, on parlera des opérations qui se trouvent dans les classes, d'héritage d'opérations abstraites et d'interfaces.